Là, j'aimerais qu'on parle, puisque c'est vraiment pour ça que vous êtes là, Monsieur Gardon, de cet enlèvement en plein Paris. C'est le retour des kidnappings en plein jour, avec le père d'un homme qui avait fait fortune dans les crypto-monnaies. On fait le point avec Marie-Victoire Dodionnet, du service police-justice de CNews, puis je vous passe la parole. D'abord, on écoute le rappel des faits. Paul, un Parisien âgé d'une 50aine d'années, est en train de sortir son chien quand 4 individus cagoulés l'empoignent, se saisissent de lui et le font monter dans un faux fourgon UPS. Il va crier à l'aide, mais il est déjà trop tard. Paul, dont le fils a fait fortune dans la crypto-monnaie à Malte, va voir ici commencer 58 heures d'un long calvaire. Son doigt est sectionné. Parallèlement à cela, c'est bien évidemment une enquête hors norme qui se met progressivement en place. Au total, une centaine de policiers de différents services est mobilisés. Ils doivent traiter les données issues des appels, des messages et des vidéos envoyés par les ravisseurs au fils. Ils réclament à ce dernier plusieurs millions d'euros payés en crypto-monnaie, bien sûr. Concrètement, le délai du premier ultimatum passe. Les malfaiteurs vont couper le doigt de la victime, preuve vidéo à l'appui. C'est donc une véritable course contre la montre qui s'engage avec les enquêteurs. Leur objectif, c'est bien sûr de trouver ce micro-détail, cette erreur qui permettra de remonter la piste jusqu'au malfaiteur. Finalement, Victoire, un probable lieu de séquestration, est identifié dans l'Essonne. C'est une demi-heure avant l'expiration du deuxième ultimatum que l'ordre de l'assaut est donné à la BRI avec succès, puisque l'otage est retrouvé sain et sauf. Depuis, 7 personnes ont été interpellées, 7 personnes qui ont en commun à la fois leur jeune âge et leur probable statut d'exécutant. Merci beaucoup Marie-Victoire Dieudonné. Fabrice Gardon, d'abord hommage aux policiers, vous êtes le directeur de la police judiciaire de Paris, mais deuxièmement, on enlève, on kidnappe des gens en plein Paris, en plein jour, ça y est, c'est la cartélisation de la France qui est à l'œuvre. Alors, ce que je dois vous dire d'abord, c'est que je peux aujourd'hui vous parler un petit peu de l'affaire, notamment la façon dont la police judiciaire s'est organisée pour réagir après l'enlèvement, effectivement, jeudi matin, dans le 14e arrondissement à Paris, de cet homme. Mais nous travaillons sous l'autorité du parquet de Paris, la juridiction interrégionale spécialisée, la JIRS de Paris. Donc des gardes à vue sont en cours. Le parquet communiquera plus en détail le moment venu. Donc voilà, je ne peux pas vous donner trop de détails. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un énorme travail collectif. Ça a été dit juste avant dans le petit reportage d'une centaine d'enquêteurs. Tout se joue dans les premiers instants, dans ce genre d'affaires très graves. Il faut qu'on s'organise très vite, que tout le monde soit sur les bons rails d'entrée de jeu. Et donc, concrètement, on a mobilisé plusieurs services de la police judiciaire, de la préfecture de police. D'abord la BRB, Brigade de répression du banditisme, la brigade criminelle, la BRI, la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, chacun, dans son cœur de métier, dans son cœur d'expertise, a développé des ateliers de travail. On va déclencher un atelier sur les constatations, les recueils de témoignages, un atelier sur la vidéoprotection, un autre sur la cybercriminalité, parce que cet aspect était très présent dans cette affaire, un sur les actions de terrain. Et donc, tout ça, ça nous a permis assez rapidement d'accumuler des données colossales. Bien sûr. Et après, la question, c'était qu'est-ce qu'on en fait, comment les exploiter. Et où se trouve le kidnappé. 58 heures pour le retrouver, il a fallu du temps. Vous parlez de cyber-enquête parce que tout est lié au fait que c'était des crypto-monnaies, c'est ça, ou pas du tout? Alors, en fait... son fils avait fait fortune dans les crypto-monnaies. Dans cette affaire, mais encore une fois, je ne peux pas rentrer dans trop de détails, en effet, dans l'univers de la crypto-monnaie, et il y avait une demande de rançon qui était réclamée d'un montant très élevé, de plusieurs millions d'euros, qui devait en effet être payé en crypto-monnaie. D'accord. Et donc c'est comme ça, peut-être que l'enquête a permis d'aller jusqu'au donneur d'ordre. Pas que comme ça. En fait, si vous voulez, on était face à des malfaiteurs dans cette affaire qui... font à peu près ce qu'on fait de mieux dans la criminalité organisée pour s'anonymiser et pour pas qu'on les trouve. À la fois sur la façon dont ils communiquent entre eux, sur la façon dont ils communiquaient entre eux et la victime, sur la façon dont ils voulaient qu'on leur verse les fonds. Voilà. Et tout ça était complètement, était très professionnel. Des techniques les plus récentes pour déjouer l'action de la police. Et donc, comme je vous le disais, on a accumulé une quantité de données colossale, des milliers de réquisitions en téléphonie, dans tous les domaines. Mais après, une fois qu'on les a, il faut savoir les exploiter. 58 heures, vous avez dit, c'est long. C'est sans doute très long pour la victime. Mais on l'a sauvé, la victime, oui. Mais c'est aussi très court dans ce délai-là. Et donc, l'enjeu, c'était trouver la petite aiguille qui était l'erreur, en fait, des malfaiteurs, qui nous a permis de tirer une ficelle et de remonter progressivement
jusqu'au pavillon où la victime était séquestrée. Alors, une question de Ludo Ragnel et après Joseph Massescaron. La question qu'on se pose, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a un rapt en lien avec quelqu'un qui détient, ou là c'était le père de quelqu'un qui a gagné manifestement beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Est-ce que ça illustre une nouvelle tendance? Ça, c'était ma question. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on s'y prépare? Parce que initialement, c'est un peu, les enjeux de crypto-monnaie, de tech, pour parler de manière globale, c'est des sujets qui sont un peu loin des sujets de la police judiciaire classico-classique. Du coup, comment vous faites ça? Alors, en effet, il y a eu d'autres faits similaires. On verra ultérieurement s'il y a des liens entre les affaires ou pas. À ce stade, c'est pas possible de le dire. Il se trouve que justement, comme on a eu connaissance des faits antérieurs, depuis quelques mois, on était en train de prévoir des scénarios entre les brigades que j'ai citées pour savoir justement comment réagir. C'est-à-dire comment adapter nos techniques par rapport à celles qu'on avait sur les enlèvements avec demande de rançon dans les années 80, où c'était une remise d'argent physique. Donc là, on avait une façon d'agir. Là, c'est très différent. Il n'y a pas de remise d'argent, tout est fait à distance, c'est fait sur des sites d'échange de crypto-monnaies, etc. Et donc, il faut, nous, s'adapter autrement. Et donc, ce travail qu'on a fait en amont, finalement, nous a servi, puisque dès la saisine jeudi matin, on a été capable de développer des axes de travail qui nous ont permis d'aboutir à la libération de la victime avant que les ravisseurs s'en prennent à elle de nouveau. Vous avez des nouvelles de l'état de santé de la victime? Écoutez, par respect pour sa famille, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Est-ce qu'il va... Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a eu des conditions de détention forcément très difficiles. Qui ont nécessité à chaud une prise en charge pour des soins médicales, je dirais pour des blessures physiques, et puis également une prise en charge psychologique. Mais j'en dirai pas plus. Non, mais c'est important que les victimes sachent aussi qu'elles seront prises en charge et suivies sur le long terme. Une dernière question, Laetitia, après on avance. Là, vous décrivez effectivement des bandes, des techniques extrêmement à la pointe, une bande très organisée, alors qu'on a entendu jusque-là que c'était des jeunes qui étaient recrutés pour cet enlèvement-là et pour des précédents, des jeunes qui étaient recrutés par des réseaux sociaux, etc. Enfin, que c'était un petit peu les pieds nickelés. Qu'en est-il justement? Est-ce qu'ils sont extrêmement organisés eux-mêmes? Enfin, on a affaire à une délinquance qui est hyper professionnelle, ou au contraire des gens qu'on envoie comme ça au casse-pipe avec une base arrière très lointaine? Alors encore une fois, là les gardes à vue viennent de débuter, c'est un peu tôt pour déterminer le rôle des uns, des autres. Est-ce que tous les protagonistes du dossier sont en garde à vue? Voilà, tout ça, ça va faire l'objet d'investigations. Mais en effet, on est sur des gens là plutôt jeunes, une vingtaine d'années, qui ont un profil criminel qui n'est pas extrêmement... des amateurs, quoi. Je dirais. Des amateurs violents. Pas que des amateurs, c'est des gens qui aiment connu la police. Mais, alors, est-ce qu'ils l'ont fait eux-mêmes? Est-ce qu'ils suivaient un plan? J'en sais rien, on verra, c'est l'enquête qui va le déterminer. En tout cas, ils exécutaient un plan d'action qui était très pro. Voilà. Et ce qu'on voit dans d'autres affaires, je ne parle pas de cette affaire-là encore une fois, parce qu'on est à chaud et on ne peut pas trop donner de détails, mais ce qu'on voit de plus en plus dans des affaires de homejacking, dans des affaires de homejacking, attaque à domicile, dans des affaires de règlement de compte, également dans le trafic de stupes, les basses besognes sont souvent faites par des gens qui sont payés à la commande et qui sont téléguidés par des commanditaires qui se tiennent de plus en plus à l'écart, à la fois pour se protéger de poursuites judiciaires, pour se protéger des réseaux concurrents, des équipes concurrentes, parfois depuis l'étranger. Donc ça, effectivement, ça complique un peu nos investigations, mais c'est une tendance nouvelle d'équipes à tiroirs qui se constituent à géométrie variable, qui vont faire des actions très violentes, des jeunes inexpérimentés. On n'est pas sur des vieux voyous comme on l'avait auparavant avec un code d'honneur. On ne va pas attaquer une femme, on ne va pas attaquer un enfant. Aujourd'hui, tous ces verrous ont sauté. Et en plus, comme ils sont jeunes, inexpérimentés, il peut arriver que parfois, confrontés à de la résistance ou à un plan qui ne se passe pas comme prévu, ils puissent déraper. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est une préoccupation. Dans cette affaire particulière, c'est trop tôt pour savoir qui a fait quoi et comment ça s'est monté. Mais d'un point de vue général, oui, c'est ce qu'on constate dans les dossiers de la police judiciaire. Une dernière question, Fabrice Gardon. Il y a ce doigt qui a été coupé, ça rappelle l'enlèvement du baron Empin. Est-ce qu'on risque de revenir à des scénarios où on va enlever des gens parce qu'ils ont de l'argent et qu'on va demander des rançons? Il ne faudrait pas que ce soit une mode qui se répande. Alors j'espère que les interpellations qui ont été faites dans les dossiers similaires précédents, comme celle-ci, vont dissuader ces malfaiteurs de recommettre ce genre d'action criminelle, puisque à chaque fois ils sont perdants. Et retrouvés par la police. Oui. Voilà. Ceci dit, il faut leur mettre la main dessus.
Voilà, par rapport aux victimes potentielles, dans ce genre d'affaires liées à la crypto-monnaie, comme des gens qui vont être victimes de vol avec violence, de homejacking, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, quand on expose sa richesse, quand on expose des montres de luxe, quand on expose des sacs de luxe, forcément on devient une cible. Et en effet, il y a des malfaiteurs aujourd'hui qui ciblent, qui localisent et qui demandent ensuite à des équipes d'aller attaquer ces gens-là. Donc, le conseil que je pourrais donner en tant que patron de la PJ, c'est voilà, pour vivre heureux, vivons cachés, soyons discrets sur les moyens dont on... Dernière question d'Éric Revel. Petite l'affaire Empin, parce que l'aspect psychologique est terrifiant. On peut dire que le baron Empin ne s'est jamais remis de son enlèvement en 1978. Je crois qu'il est resté 2 mois dans sa geôle et il n'a jamais pu faire surface contre une rançon. Et puis il y a aussi les papis nickelés, vous citiez, on peut la citer, l'affaire Kardashian. Là, c'est pas des jeunes, c'est des voyous de plus de 60 ans qui avaient repéré notamment sur les réseaux sociaux la bague de la star de la télé-réalité, je ne sais pas comment on l'appelle, Madame Kardashian. D'ailleurs, bague qu'on n'a jamais retrouvée, je crois, à ma connaissance. Alors, effectivement, cette affaire, c'est un peu le contre-exemple de tout ce qu'on... Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. L'exception qui confirme la règle.